Hello everyone, welcome to the 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Julien Beth Besai, bonjour. Good morning to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Un soldat interpellé après avoir abattu un suspect à Bamenda. D'après le communiqué signé du ministre délégué en charge de la Défense, l'on apprend que le nommé Fou Augustine, chauffeur d'un véhicule suspect, a été mortellement atteint des balles d'un soldat après un refus d'obtempérer aux sommations d'usage lors d'une patrouille de la base aérienne 501 qui traquait précisément un groupe de terroristes sécessionnistes. Le véhicule et ses deux occupants vont ainsi se réfugier dans le parking de St. Mary Catholic Hospital, lieu où un soldat ouvrira le feu en violation des règles d'engagement, précise le communiqué du MINDEF. Fou Augustine sera mortellement atteint et son compagnon Frou Romanus blessé par balle à la jambe gauche. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, renseigne que le soldat auteur des coups de feu a immédiatement été mis aux arrêts à la compagnie de gendarmerie de Bamenda. L'enquête en flagrance commandée, aussitôt ouverte, est en cours et la quintessence de ses conclusions pourrait être rendue publique en temps opportun, renseigne le communiqué du MINDEF. Revenons sur le massacre de Ngarbou survenu le 14 février dernier dans le Dongamantung, région du nord-ouest Cameroun. Le gouvernement camerounais s'inscrit en faux contre les accusations portées par des activistes politiques, des organisations non gouvernementales et certains médias contre les forces de défense et de sécurité. Selon le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, les forces de l'ordre n'ont pas entrepris de façon délibérée de perpétrer des exactions quelque nature que ce soit contre des populations, reconnaissant néanmoins un incident ayant entraîné la mort de 5 civils. Le porte-parole du gouvernement précise que c'est la conséquence d'un incendie survenu lors des affrontements entre les forces de défense et de sécurité et les groupes séparatistes. Le compte-rendu de cette rencontre avec Emmanuel Diop et Guizogo. L'affaire du massacre des civils dans le nord-ouest récemment interpelle le gouvernement qui vient de s'exprimer via une conférence de presse de son porte-parole pour indiquer qu'il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu 22 villageois, dont 14 enfants, tués par les forces camerounaises de défense et de sécurité à Ngarbou. Selon René Emmanuel Sadi, il s'agit d'accusations peu crédibles répandues par des activistes sécessionnistes et certains médias. Le gouvernement s'inscrit donc en faux contre les accusations fantaisistes et gratuites portées par des activistes politiques, par les commanditaires des bandes armées sécessionnistes, par des organisations non gouvernementales ainsi que par certains médias nationaux et internationaux contre nos forces de défense et de sécurité. À en croire le patron de la communication au Cameroun, il n'existe aucune entreprise délibérée des forces de défense camerounaises pour commettre des exactions dans le nord-ouest et le sud-ouest. En aucun cas dans le nord-ouest et le sud-ouest, nos forces de défense et de sécurité n'ont entrepris délibérément de perpétrer des exactions de quelque nature que ce soit contre les populations civiles au service desquelles elles sont commises. Du point de vue du porte-parole du gouvernement, il est question en réalité de manœuvres pour nuire au Cameroun après les élections municipales et législatives. Le gouvernement camerounais dénonce avec force toutes ces manœuvres dont la finalité est de nuire à l'image du Cameroun et de jeter systématiquement l'anathème sur nos institutions et notre armée au moment même où viennent de se dérouler avec succès, transparence et équité sur l'ensemble du territoire national, les opérations de vote relatives au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Du coup, le gouvernement appelle la communauté internationale à se montrer vigilante sur le Cameroun. Le gouvernement camerounais en appelle particulièrement
à la vigilance de la communauté internationale. Au regard du flux des fausses informations diffusées de façon pernicieuse à travers les masses médias classiques et cybernétiques dans le but de nuire au Cameroun. Reste que la polémique n'est pas retombée dans cette affaire. Le gouvernement avait semblé concéder 5 morts jusqu'ici à la suite d'affrontements entre les forces de défense et les sécessionnistes, ponctués par l'explosion d'un dépôt de carburant. Et le gouvernement camerounais et l'ONU à couteau tiré justement sur le bilan des tueries de Garbou. Pendant que le pouvoir de Yaoundé évoque 5 morts, l'ONU de son côté parle d'une vingtaine. Et coup de tonnerre dans l'affaire, des proches de 2 familles de victimes déclarent avoir à elles seules perdu près de 15 membres de leur famille. On fait le point dans ce reportage de Séverin Tchouban et Jean Pochouniat. Plus de 72 heures après les massacres de Ngarbou au village Ntumbo, la guerre des chiffres fait polémique sur le nombre exact de morts enregistrés. Dans une sortie publique, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, a déclaré un bilan officiel de 5 morts. Pourtant, les Nations Unies évoquent une vingtaine de personnes tuées. Selon les informations de nos collègues de l'ONU sur le terrain, parmi les 23 personnes tuées se trouvent 15 enfants de 9 de moins de 5 ans. Dans cette querelle des chiffres, des membres se réclamant de 2 familles distinctes que vous allez écouter dans une bande sonore déclarent avoir perdu plus d'une dizaine de personnes. Le premier, c'est un homme. Il fait état de 9 personnes tuées dans sa famille. Arrivés, ils ont toqué la porte, sorti ma sœur et l'ont abattue, ainsi que ses 2 filles et 6 autres personnes, 9 membres d'une même famille. J'ignore qui les a tués. Si ce n'est pas les séparatistes, ce serait l'armée et vice-versa. La deuxième, une femme toute en pleurs, dit avoir perdu toute sa famille. Oh mon Dieu, je manque de mots. Je suis fichu. Toute ma famille exterminée. Ma mère, ma sœur et mes nièces, tous tués. À en croire ces 2 témoignages, au moins 15 personnes ont perdu la vie. Un chiffre à califourchon entre le bilan officiel des 5 morts du gouvernement et les 23 morts de l'ONU. L'ONU veut faire toute la lumière sur ces massacres. Nous demandons constamment aux autorités de veiller à ce que l'enquête soit indépendante, impartiale et approfondie et à ce que les auteurs soient pleinement tenus responsables de leurs actes. En attendant les conclusions publiques de l'enquête annoncée par le ministère camerounais en charge de la défense, l'organe onusien aux droits de l'homme dit toujours attendre l'implémentation des mesures concrètes par les autorités camerounaises pour mettre fin à un conflit armé qui ravage les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016. Dans la minute consacrée aux municipalités, durant la session de plein droit, les maires élus ont promis de réaliser leurs promesses de campagne. Une décision, une occasion pour les autorités de les inviter à servir le peuple et non le contraire. Jacqueline Moulon et Isabelle Caranzoupel. 13 ans après avoir été éjecté de son fauteuil de la commune de Njombe-Pindia, Paul Eric Kingué retrouve à nouveau son fauteuil de maire. Sous les couleurs du MPCN, il a été élu avec une majorité écrasante. L'ancien militant RDPC, destitué de son poste en 2008 et jeté en prison, s'engage à mettre en œuvre son programme socio-économique pour le développement de la commune de Njombe-Pindia. C'est le moment de travailler. Le moment de travailler est là. Les résistances populaires vont s'arrêter le jour de l'installation et après il faudra se mettre au travail. Les problèmes existentiels, les problèmes de l'eau, les problèmes de lumière et à terme les problèmes de santé, mais surtout et surtout les problèmes de route. Parce que c'est l'un des ventres mous de notre commune. Et dans la ville de Loum, tout à côté, Guy Wambo du Social Democratic Front remporte un 2e mandat consécutif en obtenant 19 voix contre 16. Il remercie la population de lui permettre de poursuivre sa lutte pour l'amélioration de leur cadre de vie. Donc je voudrais dire que je suis un homme fier et un homme heureux, surtout heureux de servir ma population. Donc moi je voudrais dire aux populations de Loum de rester tranquilles parce que l'expérience que j'ai aujourd'hui de la gestion de la mairie, je vais remettre un peu plus d'ardeur au travail
pour que ce que j'avais fait hier à 10, que nous retrouvons aujourd'hui peut-être à 20. Et dans la commune de Mbanga, c'est la première fois qu'une femme prend les commandes de cette municipalité. Il s'agit d'Henriette Ndalé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une satisfaction pour moi et pour un mandat de décentralisation que nous sommes en train de mettre en place. Il était de bon ton qu'une femme fasse ses preuves. Je crois que ce conseil fera le procureur. Alors, au cours de cette session de plein droit, les autorités invitent ces maires à travailler pour le bien-être de tous et l'intérêt général. Il faut que les gens travaillent, il faut que les gens réalisent leurs promesses, il faut que les gens mettent les populations à l'aise. Notre raison d'être, c'est le bien-être des populations. Après être élus, ces nouveaux maires prendront officiellement fonction après la cérémonie d'installation. En santé, les antirétroviraux se font de plus en plus rares dans les différents centres de prise en charge. La pénurie est telle que les malades souffrent ou passent des moments difficiles. Les associations de personnes vivant avec le VIH s'indignent de cet état de choses pendant que le Sénam et le gouvernement restent silencieux. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop et Élisée Bogba. Il y a rupture intégrale de la principale molécule. Entre les mains, Charles Domingo porte le poids des souffrances, celles qu'endurent depuis 1 an pour certains, les malades du VIH-Sida. C'est que plusieurs médicaments manquent à l'appel. Le cas de l'hôpital central est le plus patent. Les médicaments de 3e ligne, il y en avait. Mais depuis pratiquement le mois d'avril 2019, il y a une rupture complète de la molécule principale qui est le dolutegravir. Il y a également depuis le 18 de ce mois, c'est-à-dire hier, la rupture du darunavir, qui est une molécule assez importante que prend pratiquement 63 patients de l'hôpital central. La 2e ligne n'est également pas épargnée parce que le Comité national de lutte contre le sida qualifie de tension de stock. Parce que quand il n'y avait pas ces médicaments de 3e ligne, notamment le ritonavir, on donnait aux patients l'abacavir, ritonavir ou l'opinavir, ritonavir. Malheureusement également, il y a des tensions de stock à ce niveau. Il y a par exemple Tonolam, c'est-à-dire Tonophobie plus l'amivudine, qui est en rupture de stock depuis janvier 2020. Il y a Abacavir, l'amivudine, qui est en rupture de stock depuis décembre 2019. Il y a enfin Zudovidine, l'amivudine, qui est en rupture de stock depuis le 31 janvier 2020. Et comme si cela ne suffisait pas, les patients inscrits en première ligne commencent eux aussi à ressentir les tensions de stock. Il y a des médicaments de première ligne qui, ma foi, lorsque le patient venait à l'hôpital, on lui donnait 3 mois de médicaments carrément. On est en train de donner désormais 1 mois au patient. Ça veut dire que ça présage déjà de quelque chose qui va se passer. Prise au piège de ces ruptures et tensions de stock, constatées ça et là, les associations regroupant les personnes vivant avec le VIH s'organisent pour tenter de percer le mystère. Dès demain, nous aurons une réunion à l'ARNRS avec tous les leaders de personnes vivant avec le VIH. On va ensemble éplucher ce problème et voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire parce que l'heure est à l'urgence. Ce sont plus de 341 000 patients qui sont sous traitement antirétroviral au Cameroun. Les pénuries actuelles sont source de malheur pour nombre d'entre eux qui ne savent à quel sein se vouer. Il convient de rappeler, après ce reportage de Marcelin Gansop, qu'au Comité national de lutte contre le VIH-Sida, l'on annonce que le problème est en cours de résolution et les ARV disponibles. Et s'agissant de la gratuité de la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH-Sida, certaines structures sanitaires ne respectent pas cette prescription gouvernementale. À cela s'ajoute la rupture des médicaments tuberculeux. Je vous propose à cet effet d'écouter la réaction de Charles Domingo Nubissi. Il est le président du conseil d'organisation ou d'administration du réseau des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Une gratuité qui est effective dans certains milieux hospitaliers. Je n'ai pas besoin de citer ici, au risque de me prendre des épines dans le dos. Et il y a des hôpitaux qui ont respecté cette gratuité. Mais vous savez, il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des têtus qui pensent que le ministre s'assoit dans un bureau, secoue sa chaise et prend des décisions, alors que sur le terrain, c'est autre chose. Donc, il y a encore des centres qui restent réticents. Mais nous n'avons pas de doute
qu'à force de plaidoyer, à force de marteler, à force d'envoyer des notes de service, etc., le ministre va résoudre ce problème. J'ai vu des patients aujourd'hui et c'est ça qui m'a le plus fait mal. Je ne pouvais pas rester, je ne pouvais pas continuer à rester dans ma torpeur, dans ma peur. Je me suis dit, pourquoi laisser des personnes vivant avec le VIH comme moi mourir alors que je peux mener un plaidoyer? Mais seulement, il ne fallait pas que je mène un plaidoyer ex nihilo. Il fallait aller à la source, avoir des informations, et les informations que j'ai sont des informations véridiques. Nous ne nous sommes pas arrêtés là dans nos investigations. Vous savez que le VIH et la tuberculose vont de pair. Tenez-vous tranquille, depuis 2 mois, tous les patients qui viennent chercher les médicaments de la tuberculose, il n'y en a malheureusement pas. Ils n'ont plus que leurs larmes pour pleurer et rentrer à la maison. Et cette réaction de Charles Domingo Nubissi, président du conseil d'administration du réseau des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida, met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare. Avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thanks, Julien. Good day once more. And to your viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. The Minister of Defense, Joseph Beti Asomo, has in a release indicated that a deadly incident occurred yesterday at about 10 a.m. That was at the St. Mary Catholic Hospital in Mankon in the city of Bamenda, Mezam Division of the Northwest region of Cameroon. He knows that a Toyota Tessera vehicle with the registration number NO, that is 366 AB, was stopped by a patrol of the 501 Air Base, which was tracking a group of secessionist terrorists. The vehicle fled after a refusal to comply, forcing the patrol to chase it. After a chase on the public highway, the suspect vehicle changed course despite the usual warnings before attempting to hide in the parking lot of the St. Mary Catholic Hospital, precisely where a soldier opened fire in violation of the rules of engagement. Fu Augustine, born on February the 1st, 1971 in Bafut, driver of the suspect vehicle, was shot dead and his body taken to the Bamenda Regional Hospital mortuary. It appears from the preliminary findings that the suspect vehicle also had on board a certain Furo Marus, who was shot in the left leg 2 weeks ago on the Bengui Bamenda Road during a confrontation between defense and security forces and separatist fighters. This resulted in the amputation of his leg at the St. Mary Catholic Hospital, where he was receiving treatment as an outpatient. The soldier who fired the shot was immediately arrested and is in the Bamenda Gendarmerie Company. And investigations are still ongoing to track the set escape secessionist. And we talk about the reaction of the UN Secretary General Antonio Guterres regarding the massacre in Garbo in the Dogamantung Division of the Northwest region of the country, February 14. He is equally urging the government of Cameroon to conduct an independent, impartial and thorough investigation and bring perpetrators to book. Details will inform me, Armstrong Sanda. 72 hours after the massacre at Ngambu Ntumbo village in Du subdivision of the Northwest region, the spokesperson of the United Nations High Commissioner for Human Rights says 23 people were brutally killed, mostly children. The attack on the 14th of February on a village in Cameroon that left 23 people dead, the majority of them children, is a shocking episode in the ongoing crisis that's been afflicting the northwest and southwest regions, that's the Anglophone regions, for the past 3 years. The number given by the spokesperson of the United Nations High Commissioner for Human Rights differs from that given by the government spokesperson Emmanuel René Sadi on Tuesday, which he said 5 persons died, 1 woman and 4 kids. According to information from UN colleagues on the ground, among the 23 people killed were 15 children, 9 of whom were under the age of 5. The victims also included 2 pregnant women, one of whom died of her injuries in hospital. The killing at Ngambu Ntumbo village, according to the spokesperson, their weakness on the ground gave them a different information. Witnesses to the attack said that some 40 armed men, including members of the security and defense forces, attacked the village
which is in the department of Donga-Mantung in northwest Cameroon, opening fire on the people and burning down houses. Even though the spokesperson for the United Nations High Commissioner for Human Rights acknowledged the efforts made by Cameroon's government in opening an investigation, We note that the Cameroon government announced 17th of February that there would be an investigation into the killings and that the findings would be made public. he urged that the investigation should be independent, impartial and thorough. So we urge the authorities to ensure that the investigation is independent, impartial and thorough, and that those responsible are held fully to account. While waiting for the investigation, victims of the massacre continue to cry out loud. Only thing that I want to say is that they have killed my sister and her daughters. I don't know who killed them. I don't know. If not Amber, it's Ami. If not Ami, is Amber. Then I don't know. The daughter of my sister. She went to visit her mother with all her children. Then when they slept in the night, around 2 o'clock, for the information that I get, then they came, knocked the door, took my sister outside, then shoot her on the foot before they shoot her. Then they take her daughter, that is the second born. Then they shoot her. Then the last, her last daughter, they shoot her too, and then the rest of the people. And the information that I got is that after the shooting, they burned the house. I'm lack of words. Oh my God. Oh my God. They have finished all my family. My mother, my sisters and my sister's daughter, children. They are all gone. I'm just tired of myself. I'm lack of words. Oh my God. What is happening? Hey, it's more than pure. Hey, it's more than what I can hold. People, you people should find a solution. I'm tired. Hey, my family! Due to the massacre, the Diocese of Kombo has chosen February 21st, 2020 as a day to pray for the souls of those who were lost during the massacre of 14 February 2020. Former striker and captain of the national football team, Samuel Eto'o has equally expressed worries regarding the challenges Cameroon is facing, notably in the two English-speaking regions of the country, and equally the security challenges in the far north region of the country. Expressed wish to travel to these two regions, and equally the conflicts, or equally the far north region of the country suffering from Boko Haram hostilities. They were speaking, that was during a family visit at the Equinox premises, where he had exchanges with the board chair and managing director Severin Chunka. Details in this report. Former striker of the Cameroon football team and retired international football icon Samuel Eto'o Wednesday, February 19, 2020, makes a family visit at Equinox Media Conglomerate, where he met the man he calls his elder brother, board chair and managing director of the establishment, Severin Chunka, with whom he had lots of exchanges. Mon père même, si je suis devenu l'homme que je suis devenu, je le dois à une famille et je ne le cache jamais. Speaking to Equinox journalist, Samuel Eto'o prefers to dwell on the difficult moments his beautiful country Cameroon faces due to socio-political tensions and security challenges across the nation, especially in the far north, northwest and southwest regions. Notre beau pays traverse un moment difficile et mon plus grand. My greatest expectation is to see living together that had characterized my beautiful country Cameroon put back on the wheels for peace and love to return. Qu'on a toujours enseigné aux autres nations. Regarding the prevailing situation in Cameroon's two English-speaking regions, he affirms no one is perfect. Le Cameroun, c'est un pays spécial qui nous appartient tous. Let all come together and strive to restructure our country that had served as example to other African nations
I, for instance, have shared great moments with many and have the opportunity to travel everywhere in Cameroon. Bien partout, et moi et d'autres Camerounais. Donc, et nous devons tous faire pour que nos cœurs s'apaisent. Let's work towards reinstating the love that existed before. Mais aujourd'hui, par X ou Y raison, parfois on souhaite même le malheur de notre frère. The former African Player of the Year revealed, because of living together, he learned how to pray to become who he is today. Vraiment, et ma plus grande leçon de la vie, elle m'a été donnée par un jeune frère que j'aime beaucoup. He cited the Southwesterner, Eno Eyong, he calls his younger brother and vice captain while they were still in the national football team. Il est plus jeune que moi, mais on l'appelait Pasteur. The former Indomitable Lions captain reminded he had never announced visiting the Anglophone regions, but will be proud to do so when need be. C'est une partie du Cameroun et ce sont mes frères, je ne vois pas pourquoi. This without fear, because Northwest and Southwest regions remain parts of his country. Je devrais plutôt souhaiter à ce que tout se passe bien. He wishes to go everywhere like before to meet and dialogue with his brothers and sisters. J'allais partout avant et je souhaite aller partout parce que pour moi tous les Camerounais sont mes frères. The special advisor to the CAF's president also made statements damning tribalism. Je ne peux pas aujourd'hui dire j'appartiens juste à une communauté, c'est pas possible. That he can't visit and rest in particular communities for whatsoever reason. À chaque fois que le Cameroun m'a sollicité pour n'importe quel dossier, je me suis levé parce que pour moi, le Cameroun passe avant ma propre vie. With the family support given to lift up Samuel Eto'o to realize his dreams, the Equinox Media boss reassures same daily efforts will prevail to brighten future of youth by enabling them exploit their talents. Few days to the Mount Cameroon Race of Hope, the town of Boya in the southwest region of the country is yet to be vivacious as compared to the past. That's before 2016 when the Anglophone crisis started, and life for many are yet to see posters being posted across the town of Boya in order to honor the event. We look at the town of Boya in the full report with Derry Jato. Medics say physical exercise strengthens the heart, improves circulation, helps lower the risk of heart diseases, blood pressure, and also helps the body to manage blood sugar and insulin levels. And here in Boya, the southwest regional capital, one person is taking physical exercise as a therapy to secondary schools, not only to help these students gain a stable and healthy lifestyle, but also as a tool to inject the falling moral values back into these students. She is Nuella Lyonga. Youth who run the world. Youth who run the world. We are here today as youth who run the world. These kids have to watch out on what they eat. They have to make sure they exercise, especially run all the time in a social gathering. They have to make sure that they support other runners. They have to make sure they avoid drugs, they avoid alcohol, sugary drinks and smoking. 1 week to the 2020 Mount Cameroon Race of Hope, though the atmosphere here in Boya, the host town, is not in any way reflective. But Nuella Lyonga is out with over 200 youth out here at the Muliko Stadium. Some of them will be participating in the race, like Smile, the grandson of Sarah Lyongo Etonge, Queen of the Mountain. Do you think the race is going to be very tough for you? This is proving that at least something good will happen on the day of the mountain race. I really need to thank her very much from the bottom of our heart. So from here we are hoping that we are looking forward to the mountain race because we have some mountaineers that will run it and we are hoping to cheer them up on the 22nd. The gathering also provided an opportunity for Nuella Lyonga to announce the eminent creation of youth who run the world clubs in schools around the nation. Activities here stretches from dancing to running, and they say all the activities were components of physical exercise.
That's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocent Azé, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.